Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi, on va passer 40 minutes ensemble avec une comédienne, une auteure, une metteuse en scène qui nous raconte l'histoire d'un banquet raté. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des banquets de mariage qui étaient un peu déjantés et ratés. En tout cas, c'est le propos de Mathilda May. Bonjour Mathilda. Bonjour Catherine. Bonjour, ravi de vous revoir. Installez-vous, on s'était vu pour Open Space. C'était aussi un spectacle très réussi, original. C'était au Théâtre du Rond-Point. Celui-ci aussi sera au théâtre et est actuellement au Théâtre du Rond-Point. Alors, j'ai plein de questions à vous poser parce qu'il est tellement particulier, ce spectacle. D'ailleurs, je vous en remercie parce que vous nous montrerez des choses assez uniques. Et très original. Comment, enfin, vous avez réussi à faire de ce spectacle quelque chose sans parole, c'est-à-dire ce sont des borborigmes, et pour autant, il y a des situations et il y a un récit, et c'est vraiment très cohérent, et c'est un spectacle assez exceptionnel. Est-ce que vous êtes la fille cachée de Theresa May? Je me réjouis de vous dire non. C'est étonnant. Mais il y a eu des gaffes. Je crois même que Xavier Niel avait fait une gaffe en direct sur une grande radio. Il a dit Mathilda May au lieu de Theresa May, mais bon, c'est pas grave. Alors, évidemment, loin de tout ça, puisque vous avez un père qui est d'origine gréco-turque et une mère qui est suédoise. Qu'est-ce que vous savez de leur rencontre à tous les deux? Ils se sont rencontrés par amour pour la musique. Ma mère était danseuse et elle est arrivée en France. Elle est suédoise d'origine. Et à l'époque, elle ne parlait pas un mot de français. Elle a passé une audition. Elle a été engagée pour un musical qui s'appelait Les Plumes Rouges. Et lors de son jour off, elle a voulu aller à un concert, ce qui, dans les années 60, seule, sans parler un mot de français, c'était assez courageux. Donc, elle s'est acheté une petite place pour aller voir un concert de Mozart. Mon père, qui est auteur dramatique, Victor Haïm, à l'époque, était critique pour arrondir ses fins de mois, et était venu aussi à ce concert. Et quand elle est arrivée dans le hall du théâtre, il a eu une illumination. L'oriental est tombé amoureux de la blonde suédoise. Voilà. Haïm, c'est le nom de votre père. Vous l'avez abandonné. Avec un nom pourtant, avec un héritage juif, et ça a une signification, évidemment, lui-même ayant vécu la Shoah. Mais j'ai perdu mon prénom d'origine suédoise, qui était Karine, K-A-R-I-N. Ouais. À l'âge de 8 ans, j'ai dit à mes parents que j'aimais pas mon prénom, comme beaucoup d'enfants. Et puis, ma mère a dit, mais change. Donc, j'ai perdu Karine. Et ensuite, plus tard, j'ai rencontré le premier producteur de mon premier film, qui nous a conviés à dîner en famille pour nous annoncer que donc j'étais choisie pour ce film. Et puis il a proposé May au lieu de Haïm parce que ça sonnait mieux. Et comme on était tous très impressionnés par ce producteur, tout le monde a dit oui. Et vous n'avez jamais voulu revenir en arrière? J'ai pas vraiment pensé à pensé. Zabou Ouais. Bretman qui a repris son patronyme. Mais parce qu'elle reste Zabou malgré tout, elle ne renonce pas à quelque chose. Là, il aurait fallu que je renonce à May. Enfin, au prénom. Ça a été compliqué, en fait, pour moi, de me définir en tant que Mathilda May, ensuite de comprendre ce que ça représentait pour moi, avant que je me fasse à l'idée. Puis, voilà, donc finalement, je l'ai gardé, mais j'explique d'ailleurs dans le livre que vous tenez. Il y a ce livre qui est paru au mois d'avril, qui est un livre très complet sur votre parcours, Les vérités d'une artiste pas comme les autres. Et alors, en le lisant, je me disais, en quoi pensez-vous ne pas être comme les autres? D'abord, ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais... Enfin, vous avez accepté qu'on dise cela de vous? J'ai accepté parce que j'ai un parcours qui est un peu polyvalent. C'est peut-être en ce sens que j'ai eu un cheminement où je me suis un peu... j'ai essayé de me renouveler. Alors, j'ai été danseuse avant d'être comédienne. Ouais, ça, c'était un peu c'était mon premier métier. Après, j'ai été comédienne longtemps. Et puis, j'ai beaucoup d'autres passions, notamment la musique, qui est mon socle existentiel. Et d'ailleurs, on aura un artiste tout à l'heure. Oui, je suis ça. Voilà, Ben Mazoué qui viendra nous interpréter un titre de son dernier album, le dernier album s'appelant La femme idéale. On lui demandera quelle est la femme idéale selon lui. Vous croyez à quoi? Au travail, au destin, à la chance? Je crois à la puissance de la foi, même si je ne suis pas religieuse. La foi en soi ou dans les autres? En réalité, on parle toujours de la confiance en soi comme une injonction vers un mieux-être.
Moi, je pense que la confiance, c'est pas vraiment en soi qu'il faut l'avoir, c'est plus au projet. Parce que c'est le projet qui influe sur... et qui vous porte. Avoir un projet, et vous en avez eu beaucoup tout au long de votre parcours. Votre portrait par Laurence Boulet. On a tendance à penser, quand on n'est pas trop moche, on n'est rien d'autre. Et pourtant, vous êtes mille autres choses. Avec vous, pas d'itinéraire linéaire, mais un foisonnement artistique, parfois un brin chaotique. Vous commencez par la danse, une discipline qui vous apprend la rigueur. Je pense avoir une petite notion de ce que ça veut dire, vraiment le travail. Un travail que vous abandonnez, happé par le ciné. Patrick, il y a encore des bruits dehors. Ce rôle dans Le Cri du hibou de Claude Chabrol vous vaut le César du meilleur espoir. Je remercie d'avance tous ceux qui ne croient pas en moi, mais qui sont prêts à changer d'avis. Et pour les faire changer d'avis, vous jouez avec Jacques Demy ou Michel Deville. Je t'ai trouvée très très belle. Oui, votre beauté, on ne peut pas faire l'impasse dessus. Et aux États-Unis, vous faites même vos débuts entièrement nus. C'était un petit peu difficile quand même parce que je suis pudique. Pudique et réservé, vous devenez pourtant un sexe symbole. Sexe symbole, c'est vous qui le dites. En tout cas, une icône glamour à la notoriété peut-être un peu disproportionnée. Je pense que c'était démesuré par rapport à ce que j'avais fait à l'époque. Mais cela vous permet de continuer à explorer d'autres domaines artistiques, comme la musique. Vous passez de la chanson à une nouvelle forme d'expression, l'écriture, d'abord d'un roman, puis d'une autobiographie. Vous faites aussi un petit tour sur les planches. Mais c'est qui ? Toujours Mathilda, qui nous surprend encore en créant un spectacle avec Pascal Légitimus, plus si affinité. Je te kiffe trop, putain, t'es trop bonne. Le succès de ce spectacle vous donne des ailes. Vous décidez de réunir tous vos talents et toutes vos passions, la danse, le jeu, la musique, pour nous concocter des œuvres théâtrales originales, des spectacles sans parole que vous mettez en scène. À croire que vous aviez besoin de tous ces chemins de traverse pour assumer ce que vous êtes vraiment, une artiste pluridisciplinaire, éclectique et atypique. C'est marrant de voir toutes ces images que c'est marrant, mais c'est un vues. peu bouleversant, ça saisit. Je vois surtout que je m'aimais pas beaucoup. Je me maquillais énormément. J'étais très déguisée, quoi. Hein. Là, je trouve, en voyant ces images. Vous avez dit un jour, on m'aurait demandé de jouer une scène en marchant sur les mains, j'aurais accepté. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une telle ambition ? Non, parce que j'étais très docile. Parce que j'ai appris, avec la discipline de la danse classique, à obéir avant toute chose. Avant Petit de parler, soldat. avant de m'exprimer, avant de savoir qui j'étais, j'ai appris à obéir. Ça a été la première chose. Mais à travers ce travail très exigeant qu'était la danse classique, j'ai appris aussi une chose qui est positive au final, qui est le dépassement de soi, qui est une des clés de la joie et que j'essaye de transmettre aujourd'hui aux comédiens avec qui je travaille. Est-ce que vous avez regretté d'avoir accepté des scènes, notamment des scènes de nudité non justifiées ? Oui. C'est ce que vous dites d'ailleurs. Hein. Oui. Je le regrette parce que j'étais pas en mesure d'avoir ce qu'on appelle le petit cercle de défense, en fait, de territoire. Le corps, c'est son territoire, ça vous appartient. Il vous appartient aussi le droit de dire non. Or, ce droit, je ne me le suis octroyé que beaucoup plus tard. J'avais pas assez de confiance, évidemment, pour m'autoriser à contredire quiconque. Hein. Je pensais que tout le monde avait raison, sauf moi, en vrai. Vous dites que vous n'avez pas fait de film particulièrement marquant. Ça, je vous ai entendu dire ça un jour. C'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé Quel film aurait été important Il y a un film qui a été écrit pour moi que j'ai regretté de ne pas faire, qui était Marche à l'ombre de Michel Blanc, parce que c'était un rôle sur mesure, c'était un rôle de danseuse et j'ai aucun film de moi en tant que danseuse, donc là j'aurais eu l'occasion de danser et j'aurais eu une trace aussi de ça. Bon. Alors vous avez tout de même eu des réalisateurs bienveillants, notamment Claude Chabrol, avec lequel vous décrochez quand même à 25 ans votre César du meilleur espoir féminin avec Le Cri du hibou. Qu'est-ce qui vous a appris d'ailleurs, Chabrol, d'essentiel ? Chabrol, il m'a appris une chose essentielle qui est de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. Lui, il se mettait vraiment au service du film et puis il se marrait. Il y avait de D'abord, l'amusement. Il prenait beaucoup de plaisir à travailler. Il travaillait dans le plaisir à tel point que j'ai découvert après que ce n'était pas le cas pour tout le monde. J'ai cru que... Moi, je commençais dans le cinéma et j'ai cru que tous les films se tournaient comme ça, dans la joie. Et j'étais très déçue après quand je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient très malheureux sur les tournages, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait de votre César ? Il est chez moi et je ne l'ai jamais nettoyé. Du coup, il est noir. Mais il est toujours là.
Il brille pas, Vous savez mais qu'il faut il est passer là. un peu de produit. Pareil, je vais le faire. Il y a une personnalité aujourd'hui dans le monde du cinéma, chez les femmes, que, voilà, que vous admirez, vous dites, tiens, ça, c'est un beau parcours. Bon, les parcours sont jamais linéaires. Les vies d'actrices, il y a toujours des trous dans les carrières d'actrices, même les plus grandes. Je pense ont eu des périodes où elles travaillaient moins. C'est souvent autour de la cinquantaine. Et là, il y a vraiment des chiffres qui prouvent qu'à partir de 40 ans, il y a de moins en moins de rôles intéressants et qu'à 50, il n'y en a quasiment plus. La représentation des femmes de 50 ans Oui. est de 6% au cinéma. Oui, non, c'est une catastrophe. Mais ce n'est pas seulement une catastrophe pour les actrices et pour le cinéma, c'est une catastrophe parce que c'est le Pour la reflet société. de la société, comme la représentation des femmes. Donc, ça dit quelque chose de notre monde. En lisant cet ouvrage, on apprend que vous avez rencontré Prince, vous avez une admiration folle pour lui. Pour Michael Jackson, que vous rencontrez quand même avec Yves Montand. J'ai failli le rencontrer, mais non, ça Et ne s'est ça pas s'est pas fait. fait. Mais ça, Oui. c'était hyper Vous allez quand même frustrant. au concert de Michael Jackson avec Yves Montand. Avec Yves Montand, Pas et mal. là j'ai 2 spectacles. J'ai le spectacle de Michael qui était fou, et j'ai à côté de moi Yves Montand avec une casquette blanche qui danse comme un fou après une journée de tournage. Et, enfin, c'était un spectacle incroyable. Vous évoquez aussi Richard Gere. Oui, et Gere, ouais. Une Alors, belle vous en dites rencontre. plutôt du bien. Oui. Vous appréciez cet acteur et cet homme. Oui, je l'ai trouvé très serein et très sincèrement intéressé par l'autre. Il me regardait vraiment quand il me parlait. J'ai eu l'impression qu'il était sincèrement curieux. Il y a eu Bruce Willis aussi qui était dans le tournage, dans le film. Ouais. Et alors là, vous racontez un monde qu'on connaît peu ici, c'est-à-dire ces cars, caravanes, Ben là, qui sont c'est des véritables Hollywood. appartements. Oui, c'est ça, c'est Hollywood. Il y avait une ville quasiment de carloges, de loges maquillage, de loges coiffure. Enfin, c'était tout en dimension XXL. Moi, je ne connaissais pas ça. Vous aviez carte blanche, on vous a demandé, vous voulez voir quoi ? C'est quand même formidable, c'est bien fait, non ? Vous voulez voir quoi ? Vous avez répondu, un lieu magique, je ne connais pas, l'Atelier des Lumières. Allez, on y va. C'était consacré au peintre Gustav Klimt et c'est un endroit très surprenant. C'était avec Laurence Boulet.